Bonjour, je m'appelle Germain Drouin et je vous souhaite la bienvenue à cette autre émission de la série 50 ans et après. Dans un premier temps, j'aimerais ça vous rappeler, encore une fois, que vous avez la possibilité de nous écrire pour nous faire part de vos commentaires, de vos réactions, de vos impressions, de vos suggestions par rapport à cette émission-là. Et l'adresse que vous voyez au bas de l'écran, c'est 50 ans télécœur à commercial-gmail.com. Donc 50 en chiffres, en télécœur, sans accent, à gmail.com. Alors, donc, je suis de retour avec mon invitée, Mme Louise Labbé. Re-bienvenue. Merci. Labbé avec deux E, comme vous l'avez expliqué. Alors, on était rendu autour de 1985, la dernière fois qu'on s'est parlé. Et c'est une époque au cours de laquelle vous avez eu à travailler à l'École nationale de police de Nicolet. Parlez-nous un petit peu de cette expérience. Bon. Alors, pour moi, mon plus jeune avait 5 ans et je désirais retourner sur le marché du travail. J'ai donc appliqué à une offre d'emploi qui a été faite par l'École nationale de police, puisque la personne qui était là s'en allait, avait été promue aux archives à Trois-Rivières. Alors, je suis arrivée là, j'ai passé l'entrevue, ça a bien été. Et j'ai eu le poste. Lorsque mon mari est arrivé la fin de semaine, parce qu'il travaillait à l'extérieur, je lui ai dit, là, j'ai obtenu un poste à l'École nationale de police. Les enfants vont se faire garder là, telle affaire, telle affaire. Tu sais, j'avais tout mon programme. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux que je dise? En voulant dire, tu sais, vas-y, là, tu sais, tout est organisé. Alors, c'est ce qui a été fait. Ça a bien été. Les enfants se sont adaptés. Le fait que maman soit toujours là. Mais ça ne créait pas de problème avec votre conjoint, le fait que vous soyez aussi déterminé, organisé que ça? Est-ce que... Non. Moi, là, j'ai eu un mari pour moi. D'accord, d'accord. Il m'a toujours appuyé dans tout ce que j'ai entrepris. Il était toujours là, pas en arrière, à côté de moi. Mm-hmm. Ça, c'est bien important. Ouais, il m'a toujours appuyé dans tout ce que j'avais. Et des fois, à un moment donné, il me poussait à l'avant. Garde, là, vas-y, t'es capable. Tu sais, j'ai toujours eu un mari pour moi. Et vice-versa, j'imagine aussi. Oui, oui, absolument, absolument. Donc, après... Alors, ça a été l'année à l'École nationale de police. Oui. Et par la suite, j'ai appliqué la Société du parc industriel. À ce moment-là, elle avait 20 ans. Et ils avaient besoin de faire du nettoyage dans leurs archives et tout ça. Alors, j'ai travaillé là pendant 3 ans et demi de temps. OK. Et par la suite, c'est ça. En fin de compte, j'ai fait aussi beaucoup de bénévolat à travers toutes ces choses-là dans les bibliothèques. Alors, parlez-nous donc un peu de votre bénévolat. On parle... vous avez été nommé bénévole de l'année en 1998. Pour quelle raison? Oui. Bien, en fin de compte, si j'arrive j'arrive, mon mari était sur la construction de la centrale nucléaire à Gentilly 2. Et dans ce temps-là, l'Aquarouge faisait des cliniques de sang directement sur les lieux des travailleurs. Et il y a été un moment donné où il manquait une bénévole à quelque part. Là, on parle de ça. Je reviens en 1976 parce que c'est là mon contact. Oui. Il y avait Madame Poisson qui était responsable ici des collectes de sang. Alors, je suis allée à la collecte de sang directement à Gentilly. Ils sont venus me chercher. Et c'est là que j'ai été mis en contact avec l'Aquarouge. Et graduellement, j'ai fait partie de l'équipe locale de l'Aquarouge. Par la suite, j'étais présidente locale. Après ça, j'ai été présidente au niveau régional. De l'Aquarouge? De l'Aquarouge. Et ce qui m'a amenée en étant présidente... C'était toujours bénévole, ça? Oui, c'était toujours bénévole. Ce qui m'a amenée, en étant présidente régionale, d'accéder au conseil d'administration provincial. Okay. Ce que j'ai fait pendant 7 ans de temps. Mm-hmm. Mais vous savez, là, quand je vous parlais de mon mari, là, c'est lui, lorsque j'avais une réunion, qui venait me conduire là-bas. Ouais. Toute seule, là, je pense que je suis allée 2 fois à l'île des Sœurs. OK. Alors, c'est lui qui me conduisait. Il me laissait là, il s'en allait magasiner, il s'en allait voir d'autres choses. Après ça, à 11 h, il venait me rechercher. 11 h, 11 h30, il venait me chercher. Il participait à votre bénévolat, là, lui. Absolument. Oui. On parle aussi des filles d'Isabelle. Oui. Ça, c'est à Gentilly, ça, j'imagine? Oui, c'est ça. Ici, à Gentilly, les filles d'Isabelle. J'ai été fille d'Isabelle en 92. Et j'ai été, par la suite, c'est ça, là, à la fondation du C3S. Puis à la fondation du C3S. Ça, c'est parce qu'en 89, j'ai été engagée par le C3S, Nicolette Bécancourt, comme technicienne en documentation. Parce que pour avoir l'agrément, D'accord. pour avoir l'agrément de l'hôpital, ça prenait, dans le temps,
une technicienne en documentation. Alors, c'est pour ça que j'ai été engagée une journée semaine. Et j'ai fait ça pendant 24 ans de temps. Mais à travers tout ça, à travers mes 24 ans, ça me permettait de faire beaucoup de bénévolat. Alors, j'ajustais, c'est sûr, j'essayais d'être le plus souvent possible à la même heure, au même jour, au centre hospitalier, mais je gardais quand même beaucoup de disponibilité. Alors, ce qui m'a amené justement, on m'appelait Madame Croix-Rouge dans le coin. À ce point-là, oui. On m'appelait Madame Croix-Rouge. Alors, ce qui m'a amené justement là, à recevoir cette reconnaissance là, en 98. Je vois dans les notes que vous m'avez données, ça disait, vous l'avez un petit peu dit tout à l'heure, tout ceci ne se serait pas réalisé sans l'acceptation de mon mari et des enfants, qui assez souvent devaient composer avec l'horaire assez tumultueux d'une épouse et d'une mère engagée dans son milieu. Ça résume bien. C'est absolument ça. Parce que si je regarde, lorsqu'on avait des réunions de famille à faire, même avec mes beaux-frères, mes belles-sœurs, ma famille à moi, avec ma sœur, on va demander à Louise c'est quoi ses disponibilités. Puis après ça, on s'ajustera. Il fallait être sûr dans un premier temps que Louise était disponible. Oui. Alors, j'en leur en suis toujours reconnaissant pour tout ça. Là, ils sont embarqués dans ma folie, dans le fond. Là, Le bénévolat, pour quelle raison il vous fallait faire tant de bénévolat? Est-ce que vous aviez une motivation particulière par rapport à ça? J'ai toujours aimé les gens. J'ai toujours aimé l'approche des gens et ce que les gens m'apportaient. Vous savez, on donne, mais on reçoit aussi beaucoup au niveau du bénévolat. Alors, pour moi, c'était très, très important et c'est ce qui m'attirait justement vers les gens. Aider, les soutenir dans ce qu'ils vivaient, essayer de trouver une solution à quelque chose. Puis même comme conseillère à la Ville de Bécancour, même si ce n'est pas théoriquement stricto sensu là, du bénévolat, il reste que c'est comme orienté vers les autres aussi, comment aider. Ça a été une expérience pour moi, une de mes expériences les plus extraordinaires, majeures dans mon cas. Vous étiez politicienne, entre guillemets, là. Conseillère municipale, c'est quelqu'un... Ah oui, tout à fait. Alors, parlez-nous donc un peu de cette expérience-là comme conseillère municipale. Bien, en fin de compte, quand on veut devenir conseillère municipale, c'est parce qu'on aime les gens et qu'on veut aider les gens dans leur situation et améliorer la situation des gens de notre communauté. Alors, à partir de ça, oui, on avait une structure municipale. Conseil, on avait aussi toute la structure municipale qui nous aidait, qui nous supportait dans les projets qu'on voulait. Alors, j'ai réalisé différents projets, notamment le chalet de service de Lise Blanchette. C'était sous ma gouverne. OK. Mais à ce moment-là, ça prenait un consensus au niveau de la municipalité. Qu'est-ce que c'était, ce chalet-là? C'est un chalet des loisirs. Qui est juste à côté de la piscine. C'était, dans le temps, vieillot. Ça tombait quasiment en lambeaux, l'ancien qu'il y avait. Alors, on a cru bon reconstruire un nouveau chalet des loisirs. Vous qui avez c'est moi, avec l'acceptation de la population, avec l'acceptation d'avoir une petite taxe de secteur pour justement payer ces choses-là, mais ça demandait quand même un référendum qu'on a fait. Alors, tous ces actes-là, ça prenait ça. Donc, vous dites que votre passage au conseil municipal de Bécancour, c'était un des événements marquants de ça a été majeur, ça a été majeur. J'ai adoré faire ça. Oui. Vous avez aussi été marguière? Oui. Ça, c'est Par la suite, j'ai été marguière pendant 3 ans. 3 ans, oui. Oui, c'est ça. Et les Filles d'Isabelle, c'est aussi un engagement important pour vous? Oui, les Filles d'Isabelle, j'ai été régente pendant plusieurs années, pendant au moins 4 ans, mais on s'est toujours impliqué quand même au niveau de notre cercle. C'était important. C'est sûr qu'il y avait un caractère religieux quand même, mais il y avait beaucoup aussi un caractère social. C'était probablement beaucoup plus social que religieux. Oui, effectivement. C'était un organisme, qui pouvait venir en aide aux gens qui... C'était comme ça que les gens le percevaient. Même s'il y avait comme une base religieuse à ça. C'était un organisme vraiment d'entraide sociale. Ce qui nous a amené aussi, avec les besoins, à créer, on a créé, avec les Filles d'Isabelle, les Chevaliers de Colomb, on a créé un brunch. 5 fois par année, on faisait un brunch
à la salle Louis Baribeau. C'était justement pour aider à payer l'essence, pour payer le gaz, puis tout ça, pour le chauffage de la salle et ces choses-là. Alors, on a 5 fois par année, on créait des brunchs qui coûtaient à chacun 5 $, mais que nous autres, il fallait tout l'organiser, là. Aller chercher les articles, puis lorsqu'on arrivait le matin, on avait... Mais on s'est créé, comment je vous dirais ça, là, des amitiés, là, tu sais, là, importante, puis c'était plaisant. On allait là, pas de reculons, c'était plaisant. Ce qu'on vivait là, pour ce qu'on appelait le brunch communautaire, là. Puis les gens répondaient bien. On servait des fois 100, 125 personnes. Ah oui. Des fois, c'était un petit peu moins, peut-être 50, 60, 70, là. Mais les gens répondaient, puis ils aimaient beaucoup ça, là, tu sais. D'ailleurs, dans le secteur Gentilly en particulier, on sait qu'il y a vraiment un esprit communautaire très développé. On n'a qu'à penser au carnaval, par exemple. Bien, on a fait partie, mon mari et moi, de l'organisation du carnaval pendant 8 ans. Voyez-vous. Alors, organiser le couronnement, organiser les différents éléments. On vendait des bonhommes une année, on vendait des... Tu sais, alors, c'est ça. Mais j'ai été introduite au carnaval de Gentilly par Simone Leblanc, qui était dans ce temps-là présidente pour le 24e, comme Mamoun. Mamoun, ça veut dire prendre soin des intendants et des duchesses. Mamoun. Oui, Okay. c'était l'expression qu'ils avaient. Maintenant, probablement qu'ils l'ont pu, là. Donc, votre tâche, prendre soin des intendants et des duchesses. Oui, c'est ça. Leur horaire, leur habillement, leur confort. S'il y avait une problématique, il fallait que je sois là pour les soutenir dans ce qu'ils vivaient au niveau du carnaval. Alors, maintenant, j'aimerais aborder un autre aspect que je considère très important. C'est votre implication au niveau de la table des aînés. Oui. Comment vous êtes entré dans cette organisation-là et quel rôle vous y jouez maintenant? Lorsque je suis arrivée en 2010 à la table régionale des aînés, je faisais partie déjà de la table locale, parce que la table locale avait demandé à la Ville de Bécancour un représentant de la Ville de Bécancour sur la table locale, parce qu'on a un niveau local et un niveau régional. Alors, j'étais déjà au niveau local de par ma fonction de conseillère. Et en 2010, la directrice de la table régionale est venue me voir et m'a demandé carrément d'être présidente de la table régionale. En 2010. Ça faisait combien de temps que vous étiez avec eux? Ça faisait... Bien, c'est-à-dire que j'étais au niveau local. Oui. Au niveau local, je vous dirais qu'avec ma fonction de conseillère municipale, ça devait être depuis 2005. OK. 2005 à 2010, j'ai été introduite. Puis après ça, 2010, là, j'ai pris le niveau régional. Ouais. Et j'ai fait, là, pendant 6 ans comme présidente régionale. D'accord. Parce que c'était le terme là, qui nous était alloué, Ouais. là. Alors, pour moi, là, être représentante des aînés, être la voix des aînés au niveau régional, rencontrer nos députés, rencontrer nos ministres, parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans le temps la ministre du temps, que j'ai un blanc de mémoire en ce qui la concerne, mais c'était justement la problématique qu'on vivait au niveau des aînés, le soutien, les projets qu'on voulait avoir avec les aînés. C'était justement l'aide ou une amélioration des conditions de vie des aînés. On a travaillé énormément là-dessus et on travaille encore. C'est notre leitmotiv. Donc, aujourd'hui, la mission de cet organisme-là, est-ce que ça a changé au cours des années ou c'est toujours dans la même C'est toujours dans l'amélioration des conditions de vie des aînés. Ça demeure notre mission première. Et vous en êtes toujours la présidente? Oui, j'ai fait les 6 ans la présidence Oui. et par la suite, compte tenu que j'ai pris aussi dans ces temps-là, on parle de 2012-2013, j'étais présidente de l'Appui Centre du Québec, l'Appui pour les proches aidants d'aînés. Les proches aidants d'aînés. Oui, c'est ça. Alors là, ma fonction, là, mon agenda c'était plus... ça ne marchait plus, là, entre les deux, là. Alors, j'ai démissionné de la table régionale. De toute façon, j'avais fini mon mandat. Le mandat était fait. 6 ans. Ouais. Et j'ai été présidente de l'Appui pour les proches aidants d'aînés. Jusqu'en 2021, on a fermé les livres en 2021 lors de la restructuration de l'appui proche aidant au niveau national. Ils ont fait une restructuration et là, à ce moment-là, nous, on a fermé les livres à ce niveau-là en ce qui nous concernait.
Encore là, c'était des proches aidants d'aînés, ce qui n'est plus présentement. C'est des proches aidants pour l'ensemble de toutes les problématiques, que ce soit de l'appui pour le Parkinson, pour le Alzheimer. C'est toutes maintenant, c'est plus large, ça l'englobe beaucoup plus large. Et qu'est-ce que vous pensez que vous avez apporté personnellement à la table des aînés? C'est la sensibilisation au niveau, justement, des problématiques des aînés. Dans le temps, on avait la CRE, qui était la Conférence régionale des élus, qui nous ont soutenus énormément pour faire... Parce que nous, là, à la table des aînés, là, quand le secrétariat aux aînés, qui est le pendant du ministère des aînés, secrétariat aux aînés, nous demandait des opinions sur différents sujets. On écrivait des mémoires. On écrivait, ils nous consultaient, puis ils nous consultent encore d'ailleurs dans différents sujets. Alors, c'était la voix qu'on portait pour avoir notre couleur régionale dans différentes situations. Donc il y avait une partie de votre travail qui consistait à être en quelque sorte comme une espèce de groupe de pression. Il fallait faire valoir des revendications, sensibiliser les gouvernements. Oui, absolument. Et je vous dirais que le secrétariat aux aînés ont besoin de cette voie-là pour justement orienter leur travail, les objectifs, ces choses-là. Et les aînés, aujourd'hui, ils ont encore intérêt Absolument. à ce qu'il y ait une table Aujourd'hui, des aînés. je suis retournée à la table régionale comme simple administrateur. Et par la suite, en juin dernier, je suis retournée à ce qu'on appelle l'exécutif. Je suis retournée. Il y a une amie qui me disait, « Tu retournes encore là, toi? » Ben oui, j'ai encore le goût de m'impliquer, là, tu sais, à ce moment-là. Ça doit avoir un peu à voir avec ce que vous nous racontiez la semaine dernière, c'est que votre personnalité, vous êtes une personne qui est très autonome, mais qui est très fonceuse aussi en même temps, qui a besoin de faire preuve de leadership. Là-dedans, j'imagine que votre leadership, il a dû s'exprimer aussi dans ce domaine-là. Absolument, oui. D'ailleurs, dans tout ce que vous avez fait, vous avez reçu de nombreuses reconnaissances. J'aimerais ça d'en signaler quelques-unes. En 1998, vous avez été reconnu grande bénévole de la ville de Bécancour, n'est-ce pas? Évidemment, la médaille du service méritoire exceptionnel, ça, c'était la Croix-Rouge en 2001. Vous nous en avez parlé. Vous avez siégé pendant 10 années à ce conseil d'administration. Vous avez reçu la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec. Oui. Et celle du député aussi, c'est-à-dire une reconnaissance à l'Assemblée nationale par le député. Ah, ça a été quelque chose, M. Drouin. Vous en étiez témoin, vous étiez là. Oui, j'étais là, en fait. Pour moi, là, lorsque j'ai reçu votre appel pour cette reconnaissance-là, je me disais, ben coudonc, pourquoi moi? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait qui m'amène à cette reconnaissance-là? Et ça a été extraordinaire. Mais vous n'aviez pas conscience que, quand même, vous jouiez quand même un rôle important dans la société au niveau de la région? Oui, c'est sûr. Mais à ce niveau-là, tu sais, je veux dire, oui, j'ai des reconnaissances. Mais là, quand je suis rendue au niveau de mon député qui me reconnaît, puis tout ça, à l'Assemblée nationale, et j'ai vécu ça avec ma sœur, parce que je suis quand même très proche de ma sœur qui était avec moi, et mon beau-frère, ça a été une journée exceptionnelle, exceptionnelle. Et je vous en remercie encore. Merci. Bien, écoutez, il y a un prix que vous avez reçu qui n'était pas inscrit dans vos notes, et vous me l'avez montré tout à l'heure, et c'est le prix Jean Hiergeau. Je pense qu'on va avoir l'occasion de le voir à l'écran. Vous pourriez me parler un peu de ce prix-là, Jean Hiergeau. Qu'est-ce que c'est exactement? Bien, en fin de compte, c'est un prix qui a été créé par la Table régionale des aînés. En regard du deuxième président de la Table régionale qui a structuré la façon de fonctionner au niveau de la Table régionale et qui a travaillé énormément avec le secrétariat aux aînés, justement pour créer des mémoires, pour les interpeller sur différents sujets, ces choses-là. Alors, il était quand même très proche du secrétariat aux aînés. Pour lui, là, c'est un monsieur qui a fait, comment je dirais ça, là, en tout cas, qui a été très important. Donc, c'est pour ça qu'ils lui ont rendu un peu Oui, bien, ce qui arrive aussi, c'est que Jean a décédé, là, à peu près
je vous dirais 5 ans, d'une attaque foudroyante. OK. Puis, on a créé en sa mémoire ce prix-là. D'accord. Qui était... Et donc, ce prix-là reconnaît un apport exceptionnel à la qualité de vie, aux conditions de vie des aînés, c'est ça que... Oui, mais en fin de compte, c'est tout aussi la reconnaissance de l'implication de la OK. personne qui reçoit ce prix-là. Je suis la 5e à le recevoir présentement. OK. Donc, Ouais. félicitations pour Merci. ce prix. Je pense que c'est un... Mais ça, un hommage. ça a été, là, comme je disais aux gens lorsque je l'ai reçu en juin dernier, ce prix-là, pour moi, c'est toute la région avec les aînés là, qui me disent merci. Et ça a été très, très, très touchant pour moi. Mais les aînés, il faut dire que on n'a pas terminé de s'occuper de leurs problèmes. Il y a beaucoup de choses à faire encore pour... Bien, de toute façon, quand on voit le vieillissement de la population, ouais. on a encore énormément de choses à faire. Si je regarde ne serait-ce que présentement, avec toute la numérisation, les tablettes, ces choses-là, il y a une partie de la population qui est vieillissante mais qui n'est pas adaptée encore à ça. Alors, c'est un élément qu'on travaille beaucoup et que l'ensemble des organismes pour aînés, je pense à la FADOC, je pense à d'autres éléments, même au niveau municipal, on est soucieux d'amener nos gens à être capables de communiquer avec ces outils-là. Alors, ça, ne serait-ce qu'un petit élément. En parlant de cet élément de tablette et de communication, vous nous avez fait un petit rapport de votre expérience de la COVID-19. Et j'aimerais que vous nous en parliez un petit peu. Comment vous avez vécu la COVID-19 à partir du 13 mars 2020, qui, vous me dites, ça marquait pour vous la suspension de vos activités habituelles parce que le Québec était mis sous... Oui. En confinement à ce moment-là. Comment vous avez pu continuer à communiquer avec les gens, puis à faire votre travail, puis votre bénévolat dans ce contexte-là? C'est sûr que le premier mois, quand on est à un agenda comme le mien, on se trouve comme un peu... mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais faire de mes journées? Mais en réalisant qu'il a fallu que j'apprivoise, quand on parle de technologie, les Zooms, les réunions en Zoom. Bien, oui. Alors, ça, pour moi, j'ai apprivoisé cet élément-là, ce qui fait que mes réunions se faisaient beaucoup par Zoom. Et à ce moment-là, c'est sûr que, en voyageant beaucoup, puis tout ça, à la maison, je faisais la routine, mais là, je me suis développé des goûts pour faire différentes choses. Plus de nourriture, plus de choses, bien que mon mari en fait beaucoup. Vous ne saviez plus quoi faire, là, c'est ça? Bien là, je pris à la maison, qu'est-ce que je fais? Mais là, c'est sûr aussi, là, puis quand je parle aussi de l'importance de ma petite fille, parce que j'ai eu un énorme cadeau de la vie. C'est-à-dire? Avec la naissance de ma petite fille en 2010. Comment elle s'appelle? Juliette. Juliette, ma d'accord. Juliette. OK. Alors, ça a été un des plus beaux cadeaux de ma vie. Alors, avec Juliette, on a communiqué. Moi, avec mon téléphone cellulaire, elle avec sa tablette. Mon fils qui a installé en tout cas, un outil de communication. Mais là, elle est née en 2010, ça veut dire qu'elle avait comme 10 ans à peu près. Oui. Puis il devait en connaître un bon bout déjà. Oui, elle nous en montrait déjà. Oui, tout à fait. Alors, ce qu'on a fait, c'est parce que ses parents étaient en télétravail, un au sol, l'autre dans la cuisine. Fait qu'il y a des parties où il ne fallait pas parler. Il y a d'autres parties où on pouvait parler. Sa chambre, dans le salon, c'était pas pire. Dans le sous-sol, à un certain endroit, c'était pas pire. Alors, à tous les après-midi, vers 1h30, on se communiquait, puis là, on jasait, on jouait aux cartes, on faisait différentes expériences. Des fois, jusqu'à 3h, 4h dans l'après-midi. Des fois, on se disait, là, il faut que je te laisse parce que mon téléphone, il n'en peut plus. Il fallait que je reconnecte mon téléphone ou elle, la même chose. Mais ça a été une très belle expérience pour moi, là. Puis, elle m'a communiqué là, des choses que si ça n'avait pas été de cette façon-là, je ne sais pas si on aurait été jusque-là en termes de nos communications. Ouais. Alors, ça a été une richesse incroyable. Donc, on peut dire que la pandémie vous a permis de vous familiariser avec les technologies et en même temps de vous rapprocher encore davantage de votre petite fille. Oui, absolument. Vous dites par rapport à la pandémie que petit à petit, la santé publique ayant élargi ses règles, la vie a repris son cours normal, mais il y aura toujours un avant
et un après-COVID. Oui, D'après vous, absolument. qu'est-ce qui a changé avec la COVID? Je vous dirais Vous parliez du respect. respect, mais l'attitude des gens, je trouve les gens un petit peu plus craintifs, réservés. Avant, les gens allaient vers les gens. Aujourd'hui, oups, il y a une petite crainte. Mhm. Il y a une petite... Alors ça, je pense que c'est resté. Pour le respect, comme ce qui s'est passé à Ottawa, Oui, oui. c'est carrément inacceptable. Oui, oui. C'est des choses comme ça. Et c'est ce que je marque aussi. Le respect des uns commence où Celui des autres. celui des ouais, autres ouais. se termine. En tout cas, pour moi, c'est très, très important là, à ce niveau-là. Là. Vous Le dites aussi respect que- des gens dans ce qu'ils vivent. Et la patience, vous parlez de patience aussi. C'est vrai que la pandémie nous a appris à être patients, à être respectueux et compréhensifs. Oui. Et, est-ce qu'il y a une valeur importante qui est la plus importante que toutes les autres dans votre vie à l'heure actuelle? Est-ce qu'il y en a une? Est-ce qu'il y a une raison de vivre qui vaut la peine d'être vécue, selon vous? L'engagement, le Ouais. service Ouais. et bien sûr l'amour de mes proches Mhm. qui me fait vivre. J'ai 2 beaux garçons, j'ai une petite fille, j'ai un mari qui est à côté de moi, qui m'aide, et j'ai aussi 2 belles filles qui font aussi ma fierté. Et c'est ça qui vous tient aussi heureuse et aussi enjouée et aussi pleine d'énergie aujourd'hui, j'imagine. Lorsqu'on donne, on reçoit beaucoup. Bien, et c'est sur ces mots-là, ces beaux mots, lorsqu'on donne, on reçoit beaucoup, qu'on va se quitter aujourd'hui. Je vous remercie très sincèrement d'avoir été avec nous. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Et je vous dis à la prochaine.